pays ouvert sur la Méditerranée et l'océan Atlantique, l'Espagne est la 5e puissance économique de l'Union européenne. Pour beaucoup d'Européens, l'Espagne, c'est le pays du soleil et des vacances. Une image qui pourrait nous faire oublier que les Espagnols ont traversé une crise économique, sociale et institutionnelle qui a ébranlé le pays jusqu'à menacer la cohésion de ses territoires. Alors que l'Espagne se relance, prenons 24 heures entre un lever de soleil et son coucher pour découvrir comment le pays tout entier redéfinit ses modèles de développement et réoriente ses priorités pour l'avenir. Au moment où le soleil se lève sur l'Europe, la péninsule ibérique est encore plongée dans l'obscurité, à l'extrémité ouest du continent. La carte de nuit révèle une présence humaine inégalement répartie sur tout le pays. Au centre palpite le halo dense de Madrid. Sur la côte méditerranéenne, les villes étoiles des industries phares et du tourisme littoral scintillent encore. Valence, Tarragone et enfin Barcelone. Il est 6 heures et le train à grande vitesse de l'Alta Velocidad Española traverse le paysage endormi de la Sierra Morena. Parti à 5 heures ce matin de Séville, le train 357 file sur les 400 km de rails qui le conduiront à Madrid en moins de 2 heures. Au même moment, sur la Costa Blanca, dans la ville de Benidorm, les premiers transats s'alignent sur la plage. Berceau du tourisme balnéaire, elle se prépare à recevoir comme chaque jour un demi-million de personnes. « 600 km plus à l'ouest, près de la ville de Cordoue, les rayons du soleil ne vont pas tarder à toucher les 3000 miroirs de Gemma Solar. Une centrale solaire unique au monde. Les techniciens de nuit font leur dernière inspection avant la mise en route des générateurs. Il est 7 heures et le soleil se lève en Espagne. 900 km au nord-est, au cœur de la Navarre, Sant Fermín, la feria de Pamplune, a commencé depuis 2 jours. C'est le plus grand rassemblement humain après le carnaval de Rio et l'Oktoberfest de Munich. Derrière les palissades ou penchés au balcon, les spectateurs guettent les coureurs qui s'échauffent car l'Encierro va bientôt commencer. 4 grandes familles élèvent ces animaux depuis des générations et chaque année à la feria de Pamplune, on y amène les plus forts et les plus grands du troupeau. C'est ici qu'on reçoit les taureaux qui arrivent de leur lieu d'élevage. Ce sont des taureaux nobles. Il faut juste y aller doucement avec eux. Ils peuvent se mettre en colère. Ce sont des animaux sauvages. Ça fait 1 an qu'on travaille et qu'on les prépare pour qu'ils arrivent avec une bonne condition physique et qu'ils puissent répondre présent pendant le jeu. L'heure est arrivée pour les coureurs de se positionner sur la ligne de départ. Cette tradition qui date de l'époque médiévale permet aux taureaux de rejoindre l'arène en parcourant les rues pavées de la vieille ville sur une longueur de 900 mètres. Ça fait 45 ans que je cours ici à Pamplune. Le plus important dans un lâcher de taureau, c'est de savoir ce que tu fais et puis y aller.
C'est un risque, mais dans le risque, il y a de la satisfaction. La satisfaction que tu as d'être avec un animal sauvage, d'être devant lui, de savoir que le danger existe parce que le taureau peut te tuer. Ils disent « tu es fou ». Je ne sais pas si je suis fou. C'est plutôt la passion que j'ai pour le taureau. La Navarre est l'une des 17 communautés autonomes que compte l'Espagne. Un découpage territorial historique est remis en place en 1978, après 40 années de dictature et de centralisme. Le train AVE 357 continue son voyage vers Madrid. Le réseau ferré à grande vitesse traverse cette diversité régionale en assurant les communications entre les principaux centres du territoire. Vus du ciel, ces kilomètres de rails qui serpentent dans le paysage nous rappellent que l'Espagne a créé ses infrastructures ferroviaires dans le deuxième pays le plus montagneux d'Europe, après la Suisse. Pour renforcer le pouvoir central de Madrid, les premiers gouvernements démocratiques ont lancé la construction d'un réseau ferré à haute vitesse de plus de 3000 km. Ce tracé radial couvre aujourd'hui les principaux axes du territoire, faisant de l'Espagne le deuxième pays au monde de la grande vitesse, derrière la Chine, mais largement devant la France. Il est 7h30 et le trafic est très dense sur l'autoroute M30 en direction de Madrid. C'est l'heure où la pulsation matinale sur la capitale est la plus forte. Les travailleurs arrivent en voiture des provinces voisines et des villes situées dans la zone périurbaine. Madrid et son aire métropolitaine concentrent 14% de la population espagnole. Elle est la 3e ville de l'Union européenne, derrière Londres et Berlin. Ville globale, elle est aussi un pôle culturel, comme en témoigne son riche patrimoine historique et son mythique musée, le Prado. 2 des plus grands clubs de football au monde, le Real et l'Atlético, sont nés ici. Considérée comme l'une des places financières de l'Europe du Sud, Madrid accueille le siège social de multinationales et des plus grandes entreprises du pays. Dans le quartier des affaires, les tours modernes des banques espagnoles côtoient le Palacio de Oriente, l'un des plus grands palais royaux du monde. À la Puerta del Sol, le kilomètre zéro de toute l'Espagne, les premières ombres des travailleurs se dessinent dans la lumière du matin. Au trafic autoroutier s'ajoute celui des dizaines de trains à grande vitesse qui arrivent chaque jour à Madrid. Fleuron de l'industrie espagnole, l'AVE, le réseau ferré à grande vitesse, a réussi à dessiner en 20 ans un cercle de villes secondaires désormais accessible en moins d'1 heure de transport depuis la capitale. En ce début de matinée, c'est aussi plus de 150 trains de banlieue qui circulent et convergent vers le centre, dans les 2 plus grandes gares du pays, celles d'Atocha et de Chamartín. La gare d'Atocha est la plus fréquentée d'Espagne. Elle accueille chaque année près de 100 millions de voyageurs. Des voyageurs qui vont maintenant emprunter le réseau de transport public madrilène. Métro, bus, tramway, voies routières. Pour assurer le bon déroulement et la fluidité de cette pulsation matinale, le CITRAM, le Centre d'innovation et de gestion des transports publics, veille sur l'organisation des transports de la communauté de Madrid, soit 179 municipalités interconnectées. À Madrid, nous effectuons en moyenne 13 millions de voyages par jour. Nous avons environ 20 000 caméras qui surveillent tous les modes de transport. Nous pouvons contrôler 6 000 panneaux d'information voyageurs, à la fois dans la rue et à l'intérieur des échangeurs. Gérer une telle quantité d'informations en temps réel est une véritable prouesse technologique. Aujourd'hui, Madrid suscite l'intérêt des autres métropoles européennes pour sa capacité à organiser la mobilité urbaine.
Les intercambiadores sont au cœur de cette organisation. Ces échangeurs de transport multimodaux, construits sur plusieurs niveaux, assurent la fluidité des correspondances entre les trains de banlieue, le métro, les bus et les taxis, auxquels il faut ajouter les trains de grande ligne dans les gares d'Atocha et de Chamartín. Pièce maîtresse du transport public madrilène, ces équipements permettent de diminuer les temps de correspondance et au final la durée des trajets quotidiens des usagers. Il est 8 heures. Le trafic aérien est également très dense à l'aéroport de Madrid. 50 vols relient chaque jour la capitale à sa voisine catalane, Barcelone. Ce pont aérien, ajouté aux liaisons ferroviaires, permet à près de 15 000 personnes de voyager quotidiennement entre les deux principales villes du pays. La rivalité entre Madrid et Barcelone est légendaire et a déjà 5 siècles d'histoire. Aujourd'hui encore, les deux pôles économiques de l'Espagne sont au coude à coude. Madrid produit 20% de la richesse du pays, 19% pour Barcelone. Ce dynamisme économique peut se lire dans la skyline de la capitale catalane, où les sièges de grandes entreprises et les géants d'Internet jouxtent les hôtels de luxe. La capitale de la Catalogne est, de par sa position géographique, une ville tournée vers le monde. Un des grands atouts de Barcelone, c'est l'activité de son port marchand, 3e d'Espagne derrière Valence et Algeciras. En 2017, les exportations espagnoles ont atteint 277 milliards d'euros. Elles ont progressé plus vite que ses voisins européens comme l'Italie, l'Allemagne ou la France. Représentant à elle seule un quart des exportations, la Catalogne est la région la plus exportatrice du pays. Le port est également devenu le point de départ et d'arrivée de croisières en Méditerranée. Il est le premier port de croisière d'Europe. Grâce aux aménagements exceptionnels mis en œuvre, plus de 1500 navires viennent s'amarrer chaque année au cœur de la cité catalane. Parti de Gênes la veille, le Costa Diadema clôture son tour en Méditerranée après 13 jours en mer. 306 mètres de long, 150 000 tonnes, 5000 passagers et un équipage de 1200 personnes. Il est à l'image de ces nouveaux géants des mers qui révèlent un secteur en plein essor. En moins de 10 ans, le volume des croisiéristes a augmenté de plus de 30%. Aujourd'hui, les navires sont suivis par satellite, 24 heures sur 24. Don Pedro, nous avons le Costa Diadema en entrée. Les infrastructures modernes et le travail de précision des équipes du port de Barcelone permettent chaque matin de faire accoster 5 navires de croisière au pied des Ramblas. Barcelone, ville phare de la Méditerranée depuis l'Antiquité, sait mettre en valeur son patrimoine culturel et historique. Chaque année, 7 millions de touristes arrivent du monde entier pour découvrir la beauté de ses monuments et de ses parcs. L'architecte Antoni Gaudí a marqué de façon durable la ville de Barcelone. La Sagrada Familia, toujours en construction depuis 1882, est l'un des monuments le plus visités d'Espagne. Ces édifices emblématiques du modernisme catalan sont venus casser la rigueur géométrique d'un plan créé 50 ans plus tôt. Première ville industrielle au début du XIXe siècle, Barcelone a connu de nombreux bouleversements pour étendre son territoire et son activité économique au-delà de ses remparts médiévaux. Vu du ciel, on prend la mesure de la rationalité du plan d'urbanisme d'Ildefonso Cerda, dessiné en 1856.
Cet ingénieur pense la ville comme le point de connexion entre les routes terrestres et maritimes et dessine un quadrillage traversé par des grands axes qui convergent vers le port. Manel Guardia y Bassols est historien de l'architecture. Il nous explique les raisons de cette transformation. Au milieu du 19e siècle, la ville de Barcelone a connu des changements et un nouveau projet de ville qui sont liés à quelques phénomènes fondamentaux. L'industrialisation et les changements technologiques dans les transports, comme la nouvelle navigation à vapeur et le chemin de fer. C'est un point important car c'est le moment de la construction du canal de Suez. Et donc, il est nécessaire de renouveler tout le système portuaire. Mais surtout, le problème fondamental est que Barcelone, à cette époque, est toujours enfermée dans ses murs. Et il y a beaucoup d'efforts et de luttes pour la démolition des remparts et le projet d'extension de la ville. À la fin de la dictature franquiste, Barcelone aménage une partie de son littoral pour développer l'industrie. La grave crise économique des années 1970 va freiner cet élan. Vers la fin des années 80, la ville s'attaque à sa dernière grande révolution urbaine, accueillir les Jeux Olympiques de 1992. Les grands noms de l'architecture moderne sont choisis pour créer le quartier du Port Olympique et aménager l'avenue du Littoral, la promenade qui longe la mer. Au pied de la tour Mapfre et de l'hôtel Arts s'élance le Poisson d'or de Franck Gehry, qui deviendra l'emblème des Jeux Olympiques. Cette transformation a lieu en parallèle de la croissance du tourisme à Barcelone. Ce qui est en réalité un grand succès va finir par être quelque chose qui déborde et qui commence à créer des tensions de type social dans beaucoup de quartiers. Avec une demande de logement supérieure à l'offre, les Barcelonais peinent à se loger. En 10 ans, les prix des loyers ont augmenté de 20%. Dans ce contexte social difficile, la mairie de Barcelone a décidé d'agir, faisant du droit à l'accès au logement sa priorité. En plein centre, dans le quartier du Born, Eira habite au 49 de la rue Princesa. Une coopérative de logement qui propose aux Barcelonais des appartements à loyer modéré. Je crois que c'est très symbolique que ce lieu soit le premier bâtiment de cohabitation à Barcelone. C'est le quartier où tous les problèmes de tourisme ont commencé, la gentrification. Les touristes sont de plus en plus nombreux et ça provoque la hausse des loyers, ce qui a fait sortir beaucoup d'appartements du marché. Il y a eu beaucoup d'investissements venus de l'étranger. Ils ont acheté beaucoup d'appartements avec de l'argent que les personnes d'ici n'ont pas. J'appartiens à la génération des mileuristes. Avec un salaire de 1 000 €, c'était presque impossible de vivre seul à Barcelone. J'ai eu accès à un appartement de 65 mètres carrés dans le quartier de Born, qui est un des quartiers les plus connus et les plus chers de Barcelone. Cet appartement qui vient d'être rénové, par rapport à la zone, pourrait coûter entre 1 200 et 1 500 € par mois. Et nous, on va payer 600 €. S'il y avait plus d'initiatives comme celle-ci, je pense que les personnes qui ont toujours vécu ici auraient moins la sensation d'être chassées de la ville. On sentirait une vraie volonté politique de changer les choses. On n'a rien contre le tourisme, mais c'est aussi une ville pour y vivre, pas seulement pour la visiter quelques jours. En Espagne, une grande partie du patrimoine des ménages est placée dans la pierre. Au sortir de la dictature, dans les années de relance, cette culture immobilière centrée sur la propriété a été un puissant moteur de l'économie. C'est au début des années 2000 que la spéculation foncière a atteint son paroxysme. En 1998,
le gouvernement de José María Aznar fait voter la loi du sol, qui va faciliter l'obtention de permis de construire. Dans le même temps, les banques favorisent l'accès au crédit. Dans tout le pays, des grues s'élèvent et la fièvre du bâtiment s'empare des Espagnols, toutes classes confondues. À cette époque, le BTP engage 15% de la population active. Les ensembles de logements et les infrastructures poussent comme des champignons sur tout le territoire. Entre 2002 et 2007, 600 000 logements sont construits tous les ans, principalement dans les périphéries des grandes villes et dans toutes les régions littorales, soit 3 fois plus de logements que la France, l'Italie et l'Allemagne réunies. Cet engouement pour la construction ne s'arrête pas aux habitations. Les villes des différentes communautés autonomes se dotent de musées, de cités des arts, de stades et d'aéroports. Mais la crise mondiale va faire perdre leur emploi à 2 millions d'Espagnols en 2009. En 3 ans, le taux de chômage va passer de 17% à près de 25%. Les Espagnols n'arrivent plus à rembourser les crédits. Le marché de l'immobilier s'effondre. Cette fièvre immobilière non maîtrisée dessine aujourd'hui une carte de terrain et de logements vides. On estime qu'il y a environ 1,4 million de logements inoccupés sur l'ensemble du territoire espagnol. Depuis 2010, Markel Redondo sillonne le territoire espagnol pour filmer et photographier les différentes infrastructures dont les travaux sont restés inachevés à cause de la crise. Quand je me promène dans ces villes fantômes, j'ai toujours le sentiment d'être le dernier homme sur Terre. J'ai la sensation de vivre une apocalypse, d'être le dernier survivant qui est là pour raconter cette histoire. Là maintenant, nous sommes à Otura, à Grenade. Derrière moi, on peut apercevoir Las Alondras, une zone résidentielle composée de 50 maisons qui sont abandonnées depuis environ 10 à 11 ans. En Espagne, généralement, quand il y a des constructions inachevées à cause de la faillite de l'entreprise immobilière, les terrains et logements sont retournés aux banques qui ont avancé l'argent pour le projet. Les banques n'ont pas intérêt à achever ou recommencer les travaux car ça leur reviendrait trop cher. Ces zones résidentielles restent abandonnées car personne ne veut s'occuper d'elles. Pour moi, ces maisons représentent des châteaux de sable qui un jour ou l'autre vont finir par disparaître, avalés par la nature. Quand j'ai commencé ce projet il y a maintenant 10 ans, une de mes frustrations était qu'en photographiant depuis le sol, je n'arrivais pas à englober l'ensemble des constructions. Et puis le temps est passé, les nouvelles technologies et le drone sont arrivés. J'ai eu l'envie de photographier ces endroits depuis l'air, de dévoiler leur ampleur, l'espace qu'ils prennent et leur entourage, de nous rendre compte de ce qu'on fait avec la nature et notre environnement. Voilà le contraste qui existe en Espagne. Nous avons beaucoup de maisons construites, neuves, habitables de suite. Et en même temps, il y a des gens qui ont besoin d'un logement, des gens qui se retrouvent éjectés de leur domicile. Et puis, nous avons toutes ces maisons vides, sans habitants.
Un peu comme un archéologue, je collecte des traces afin de les garder pour les générations à venir. Pour que dans quelques années, ces photos servent d'archives historiques qui permettront de comprendre ce qui s'est passé et d'éviter qu'on fasse les mêmes erreurs dans le futur. En Espagne, comme figées dans le temps, les empreintes de la crise subsistent encore sur le territoire. Ces infrastructures ont été conçues pour répondre aux besoins des Espagnols, mais aussi pour contribuer au développement du tourisme, un secteur poids lourd de l'économie du pays. Un des atouts majeurs de l'Espagne, c'est son littoral baigné de soleil 300 jours par an. Ses côtes, souvent nommées par les couleurs que l'on voit depuis le ciel, s'étendent sur plus de 2500 km. Costa Verde, Costa Dorada, Costa Blanca. Au nord de Barcelone, la Costa Brava, connue pour ses villages en bord de mer comme Cadaqués et ses maisons blanches où Salvador Dalí a vécu de nombreuses années. Plus au sud, en longeant la Costa Dorada, un relief plus découpé dévoile ses criques aux eaux turquoises. Mais c'est sur la Costa Blanca que le triptyque Soleil, Playa, Fiesta est devenu une réalité qui a permis à l'Espagne d'intégrer le club des grandes nations du tourisme mondial. Un secteur qui représente 11% du PIB espagnol. L'Espagne est aujourd'hui la deuxième destination touristique au monde derrière la France. Dès la fin des années 50, la dictature franquiste fait le pari du tourisme pour développer l'économie du pays. À cette époque, l'Espagne entre à l'OCDE et attire les capitaux étrangers. On autorise la construction sur le littoral sans aucune restriction. Dans la province d'Alicante, existe une ville qui résume l'histoire de la naissance du tourisme balnéaire en Espagne. C'est Benidorm. Vue du ciel, Benidorm est une ville hors norme, comme si Rio de Janeiro et New York avaient fusionné sur les rives de la Méditerranée. Devenue symbole du tourisme de masse made in Spain, elle est la ville d'Europe qui possède la plus forte concentration de grands immeubles. Benidorm accueille le plus grand nombre de touristes, derrière Barcelone et Madrid. La douceur de son climat a charmé les retraités européens, principalement anglais et allemands. Sur le port, les bateaux de pêche ne se bousculent plus sur les quais comme autrefois. Seules quelques familles vivent encore de la mer. Les autres ont retrouvé une activité dans le tourisme. Bonjour, ça va? Bien, et toi? Bien. Il vous en reste beaucoup à faire? Oui, un peu. Un peu. Rossemi et ses deux oncles font partie des derniers pêcheurs de Benidorm. Actuellement, au port de Benidorm, il y a seulement 2 petits bateaux de pêche. Nous vendons à des restaurants, aux magasins. S'il y a des touristes dans un restaurant, il y a du travail. S'il y a des touristes dans un magasin, il y a des ventes. Ils vont à la poissonnerie et achètent du poisson. C'est une chaîne.
Voir mes oncles ici dans le bateau, ça me rappelle que c'est une tradition familiale. Parfois, ils m'aident. Je suis fier de pouvoir leur offrir ça. Si je n'étais pas là, ils ne pourraient plus en profiter. Ah, ça a beaucoup changé. En 63, c'était déjà Benidorm, tel qu'on la connaît. Oh, ça commençait à grandir. Ça commençait déjà à grandir. On voyait déjà que ça allait être une grande ville. Je me souviens des pesetas qu'on nous donnait pour emmener les gens sur l'île pour faire de la plongée. Nous étions des enfants et nous les emmenions à la rame. Au fur et à mesure que Benidorm continuait de grandir, de moins en moins de gens partaient en mer. Une personne gagnait plus en tant que serveur qu'en allant à la mer. Ou comme peintre en bâtiment, ou comme maçon. Dans les années 40, la province d'Alicante était peu connue et Benidorm n'était qu'un petit village de pêcheurs. En 1955, le maire de l'époque, Pedro Saragossa, fait construire les premiers hôtels bon marché pour accueillir un tourisme local. Il sera le premier maire d'Espagne à autoriser le port du bikini, alors très en vogue dans les pays voisins. Une véritable révolution vestimentaire qui rencontrera un succès immédiat. À partir de 1963, pour accueillir un tourisme populaire et massif, une nouvelle réglementation permet de construire sans limite de hauteur. Une verticalité voulue et pensée pour optimiser la surface de terrain constructible en bord de mer et multiplier l'offre hôtelière. D'ailleurs, par rapport au bikini, il y a une bonne anecdote. À l'époque, les curés ne permettaient pas que les filles se promènent en bikini. Alors le maire, Don Pedro Saragossa, est allé voir l'évêque. Il lui a dit « Vous gérez l'église et moi la ville ». L'évêque et Don Pedro Saragossa étaient très proches. Alors un jour, l'évêque appelle Don Pedro et lui dit « Pedro, j'ai appris que les femmes se baignent avec des maillots 2 pièces. » Et alors il lui a répondu « Il n'y a pas de problème. Dites-moi quelle pièce vous voulez qu'elles enlèvent. » Dans les années 90, en pleine relance de son économie, l'Espagne va connaître une nouvelle forme d'urbanisation liée au tourisme sur toute la côte méditerranéenne. Il est 11h30 et nous partons en vol pour analyser ce phénomène avec Adrián Ferrandis, géographe et professeur à l'Université de Valence. Nous sommes dans le canton de la Marina, l'un des sites touristiques les plus importants. Voici Dénia. Dénia est une référence parce que c'est un modèle du tourisme résidentiel. Le tourisme résidentiel est l'une des activités les plus importantes liées à la transformation du territoire. Au niveau économique, il y a un développement très important du pôle de la construction qui, à court terme, a de la rentabilité et crée des postes de travail. Mais une fois construites, 30-50 ans passent jusqu'à ce que ces maisons aient besoin d'être rénovées. Donc c'est difficile de créer à nouveau de l'emploi et de l'économie. Cette transformation du littoral est liée aux résidences secondaires que les touristes étrangers se font construire dès les années 90. Anglais, Allemands et Français profitent des bas prix pour investir et préparer leur retraite hors de chez eux. Cette population n'est pas nombreuse en soi, mais la construction de ces maisons qui ne sont occupées que la moitié de l'année a engendré une grande consommation d'espace. Face à ces excès, la province d'Alicante propose aujourd'hui de faire découvrir aux touristes l'intérieur de ces terres. Un tourisme qui se réinvente et devient plus responsable. Nous sommes à seulement 20 km de la côte de Dénia. Cette proximité est donc fondamentale et permet d'avoir 2 activités complémentaires. La vallée de Gallinera est une petite région, une commune et une vallée composée de 7 hameaux, 7 lieux d'habitation. Cet espace regroupe un milieu naturel et un milieu très rural
où prédomine l'activité agricole. En opposition au modèle du tourisme balnéaire, nous avons ici des gîtes ruraux de petite taille où l'on privilégie la qualité. Cela permet d'améliorer les ressources, de générer du développement et des nouvelles opportunités pour ces espaces ruraux, parfois laissés à l'abandon par les politiques de développement. Il convient ainsi, à l'avenir, de miser sur l'intérieur des terres, sur l'espace rural, en gérant et en minimisant l'impact environnemental. Le territoire espagnol est profondément marqué par l'opposition entre des zones à forte densité de population et des zones de nature totalement préservées. À 130 km au nord-est de Benidorm, dans l'archipel des Baléares, l'île d'Ibiza accueille chaque année près de 2 millions de touristes qui la transforment en piste de danse. Pourtant, à seulement quelques kilomètres des discothèques, se cache un paysage naturel singulier. Le parc de Ses Salines est depuis 25 ans une zone protégée. Un territoire qui s'étend des anciens marais salants d'Ibiza jusqu'à l'île voisine, Formentera. Le parc abrite une réserve naturelle essentiellement marine et des zones de nidification pour les oiseaux migrateurs. Aujourd'hui, l'Espagne compte 132 parcs naturels. La naissance des premiers parcs date de 1918, avec la création du parc national du mont Covadonga, qui deviendra le parc de Picos de Europa. À partir des années 80, 48 réserves de biosphère reconnues par l'UNESCO deviennent des zones de conservation de la biodiversité. L'Espagne est un pays de montagne, et ses sommets ont contribué à en faire un pays de marcheurs et de randonneurs. Ces paysages sauvages sont le moteur des ambitions nouvelles du tourisme espagnol et ont permis au tourisme vert et d'aventure d'affirmer son dynamisme dans tout le pays. Sur la côte atlantique, à une trentaine de kilomètres de la mer, le parc naturel de Los Picos de Europa s'étend d'est en ouest entre la Cantabrie et les Asturies. Royaume des aigles et des chamois, il comprend la plus grande formation calcaire d'Europe atlantique. Situé dans les Pyrénées espagnoles, le parc national d'Ordesa et de Monte Perdido est un paradis pour les amoureux de l'alpinisme. Il regroupe toute une succession de sommets de plus de 3000 mètres qui parsèment la crête frontière entre l'Espagne et la France. Plus au sud, le parc naturel de la Sierra de Guara possède d'innombrables gorges classées parmi les plus belles au monde. Haut lieu de la pratique du canyoning et de l'escalade, le site attire toujours plus de visiteurs à la recherche de sensations fortes. Yann, guide de canyoning franco-espagnol, est adepte d'un tourisme durable, aujourd'hui partagé par de nombreux acteurs locaux qui veulent préserver cette nature exceptionnelle. À la fin des années 70, les Espagnols découvrent une nouvelle manière de se divertir pendant leurs vacances. Autre que la plage, autre que la sieste, pour ne pas rentrer dans les stéréotypes. Ils ont découvert le tourisme vert, le tourisme d'aventure. Ici, il y avait plusieurs possibilités. L'escalade, la randonnée, le canyoning. C'était une région en cours de désertification. Le tourisme d'aventure a créé le besoin de loger les touristes.
la beauté des paysages, le fait que ce soit un parc naturel, que l'on puisse observer la nature à son état primitif, a fait que l'on respecte les villages. Ils ont pu conserver leur aspect originel, car on ne pouvait pas construire en dehors des zones déjà construites. Tout cela a maintenu le caractère sauvage de cette partie de l'Espagne. Le développement de ce tourisme au cours des dernières années nous a conduit à faire des choix. En prenant en compte les intérêts économiques des acteurs de la région, ainsi que la nature dont notre activité dépend. Nous devons la préserver si nous voulons tous en profiter dans le futur. Au niveau de notre métier, nous essayons d'apprendre et d'enseigner le comportement écologique. On n'utilise pas de bouteilles en plastique, on ne met pas de crème solaire avant de rentrer dans une eau qui n'est pas polluée, on observe les animaux sans les toucher. L'idée pour les groupes, c'est qu'ils vivent le maximum de choses et qu'ils aient envie de revenir souvent. Sur tout le territoire, d'autres formes de tourisme continuent d'attirer de nombreux visiteurs. L'Espagne est un grand livre d'histoire à ciel ouvert. Le tourisme culturel offre ses voyages dans le temps et puise son inspiration dans un patrimoine historique d'une valeur inestimable. Le théâtre de Mérida, un des ensembles archéologiques le plus complet et le mieux conservé d'Espagne, témoigne du génie architectural de la civilisation romaine. L'aqueduc de Ségovie, imposant vestige datant du IIe siècle, dévoile sa splendeur sur 800 mètres de long. La ville de Grenade, dernière capitale du royaume d'Al-Andalus, et son palais des Mille et une nuits, l'Alhambra, rappellent la richesse de l'héritage culturel arabo-andalou. En Espagne, tous les chemins mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Tracées au IXe siècle, les différentes routes du Camino attirent chaque année 300 000 pèlerins, dont la moitié sont espagnols. Plusieurs routes ont été développées. Le chemin français, depuis les Pyrénées, et le Camino original, tout le long de la côte atlantique. Tous deux mènent à la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, en Galice, à l'extrême ouest de la péninsule ibérique, l'un des plus vivants foyers de la dévotion catholique. Si le tourisme a permis à l'Espagne de s'ouvrir au monde et de renforcer son économie au fil des dernières décennies, il y a un autre secteur dont l'Espagne est devenue leader en Europe. C'est celui de la pêche. Non loin de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, la ville de Vigo est le moteur de la Galice. Située au bord de l'océan Atlantique, elle diversifie ses activités afin de s'adapter à un marché en pleine expansion. Vigo est le premier port de pêche d'Espagne, un des rares pays en Europe dont les captures n'ont pas reculé ces dernières années. L'Espagne détient 20% de la flotte communautaire et est garante de 22% des emplois de ce secteur. Le pays continue malgré tout d'importer. Les Espagnols consomment 2 fois plus de poissons que la moyenne mondiale. Face aux multitudes d'espèces venues d'Asie et bon marché, l'activité halieutique espagnole s'adapte, cherche un second souffle et transforme aussi le paysage. L'élevage en aquaculture est en plein essor et représente 25% de la production halieutique. Dans la baie de Vigo, la conchiliculture est à l'honneur. Des champs entiers de batéas, ces plateformes en bois où sont élevés les mollusques, rappellent que l'Espagne est le 2e producteur de moules du monde derrière la Chine.
Au sein de cette activité, des femmes ont repris en main une pêche traditionnelle. Elles sont 400 travailleuses indépendantes, regroupées au sein de plusieurs coopératives et forment une communauté très solidaire qui a su faire de cette pratique son image de marque, la Galicia Calidad. Maria José dirige la coopérative de Cambados depuis 10 ans. Elle partage le quotidien de ces femmes pêcheuses et gère le bon fonctionnement de cette activité hyper réglementée. Il est 12 heures et la marée est basse dans la baie de Cambados. Sur la plage, un groupe de femmes se prépare à remplir leurs paniers de coques et de précieuses palourdes. Ici, en Galice, on les appelle les mariscadoras. Je vais mesurer. Celle-ci, elle doit encore grandir un peu. Aujourd'hui, nous avons comme limite 6 kg de palourdes japonaises et 1,5 kg de palourdes fines. Depuis 1999, le groupe de pêcheuses est né. Tout ce que nous récoltons est contrôlé, pesé, la taille est vérifiée et on ne peut pas dépasser la limite fixée pour ce jour-là. La limite de récolte dépend du prix du jour précédent à la criée et de la quantité de ressources que l'on a à la plage. En fait, ces bancs de coquillages où l'on travaille sont des concessions à la confrérie. On ne fait pas seulement de l'extraction. On fait des tâches complémentaires comme le soutien à la surveillance, le nettoyage d'algues, les semi-cultures de palourdes. C'est un travail très organisé. En ce moment, c'est merveilleux. C'est un plaisir de travailler comme ça. Mais en hiver, c'est vraiment dur. Mais comme on est habitué, moi j'arrive avec le sourire et ça se passe bien parce que je n'ai personne pour me dire ce que j'ai à faire. Si j'ai envie de chanter une chanson, je chante. Si j'ai envie de raconter une blague à ma collègue, je le fais. Par contre, je dois aussi travailler parce que sinon, je ne ramène rien à la maison. Si on a un peu de coquillage en plus et qu'on voit qu'une collègue n'en a pas assez, on lui dit « prends ce que tu veux ». Nous sommes solidaires entre nous. En todo estás, es todo. En mí, ti te mostras. Les mariscadoras commencent la pêche en fonction de l'heure des marées, mais il n'y a pas de restriction pour finir la journée. Elles ne pêchent que 15 jours dans le mois, un quota qu'elles ont fixé entre la confrérie et le ministère de la pêche locale, et gèrent ainsi la ressource naturelle qui les fait vivre. Les coques de Cambados et des confréries voisines sont connues dans toute l'Espagne et s'exportent aujourd'hui dans tout le reste de l'Europe. Il est 14 heures. Après 2 heures de collecte, les mariscadoras sont rentrés de la plage. À Pamplune, l'heure est à la fête. Les kiliki défilent, accompagnés de joueurs de cornemuse, dans les rues de la vieille ville. Passer un jour en Espagne, c'est aussi vivre à l'heure espagnole. Le pays connaît un véritable arrêt entre 14h et 16h, pour un long déjeuner qui crée un décalage par rapport aux autres pays européens. Depuis 1942, l'Espagne vit à l'heure de l'Allemagne, alors que son fuseau horaire est aligné sur celui du Royaume-Uni. Une décision prise par Franco pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, vivre à sa vraie heure solaire, comme le Portugal, permettrait une épargne énergétique d'environ 300 millions d'euros par an. En ce début d'après-midi, tous les ventilateurs et les climatisations du pays tournent à plein régime. La croissance économique de l'Espagne a été fulgurante dans les années 2000, augmentant sa dépendance énergétique
et donc ses importations. En 2015, elle continue d'importer près des 2/3 de son énergie. La totalité de l'énergie consommée est principalement d'origine fossile, à 73%, répartie entre le pétrole, le gaz et le charbon, et 27% d'énergie décarbonée, répartie entre l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables. L'Afrique du Nord est un gros exportateur de gaz dans toute l'Europe. À Almeria, le gigantesque gazoduc sous-marin Medgaz connecte l'Espagne à l'Algérie. 60% du gaz naturel est destiné au marché espagnol et le reste est exporté dans d'autres pays européens. L'Espagne compte 8 réacteurs nucléaires. En 1984, le gouvernement entérine la sortie du nucléaire. En 2011, un mois avant les événements de Fukushima, les dirigeants décident de prolonger l'activité des centrales d'une dizaine d'années. Le contexte économique difficile dans lequel se trouve le pays à cette époque le contraint à revenir sur sa décision. Aujourd'hui, pour garantir ses besoins en électricité, l'Espagne multiplie des accords d'échange avec ses voisins européens, comme la France et le Portugal. Pays de crête et de vent, avec un taux d'ensoleillement record, l'Espagne est considérée comme l'un des pays pionniers en matière d'énergie renouvelable, avec une croissance fulgurante depuis plus de 15 ans. L'éolien et le solaire produisent au total 35% de l'électricité du pays. Avec plus de 1000 parcs éoliens répartis sur tout le territoire, la production d'énergie éolienne a plus que doublé en à peine 10 ans. L'Espagne se classe aujourd'hui seconde au niveau européen derrière l'Allemagne. Les terres peu peuplées des provinces de Castille-La Manche, de Galice, de Castille-Léon ont pris une valeur inattendue. À 150 km au nord-est de Madrid, le champ éolien de Maranchón s'étend sur 14 km. Chaque jour, ces 104 turbines produisent de l'énergie pour plus de 150 000 foyers. Le temps d'ensoleillement annuel est un autre atout de l'Espagne. L'exploitation de l'énergie solaire a connu un développement impressionnant, passant d'une contribution dérisoire de 30 GWh en 2002 à 10 000 GWh en 2012, soit un taux de croissance de 80%. Ces dernières années, lassés de payer des factures d'électricité exorbitantes, les Espagnols se sont tournés vers les énergies solaires pour équiper leurs maisons ou leurs entreprises, en Andalousie, en Navarre, en Catalogne. En réaction, les grandes entreprises d'électricité, inquiètes du manque à gagner, ont fait pression sur le gouvernement pour instaurer une taxe sur le soleil, qui fait payer l'autoproduction d'énergie. Face à ces décisions politiques et pour contourner ces taxes qu'ils considèrent injustes, un groupe d'hommes et une poignée d'étudiants ont créé en 2010 Som Energia, Nous sommes l'énergie, la première coopérative espagnole d'énergie renouvelable. Bonjour. Bonjour Mariona, je suis Manel de Sud Renovables. Comment ça va? Nous avons choisi de passer d'Endesa à Som Energia en 2014, lorsque le gouvernement a fait voter l'impôt sur le soleil. C'était surtout par conviction, une façon d'exprimer notre désaccord vis-à-vis de la politique énergétique du gouvernement de Madrid. En Espagne, la plupart de l'énergie vient du nucléaire et nous devons même en importer. Or, cela est très incongru. Pourquoi faire venir de l'énergie d'ailleurs, de sources dangereuses, alors que le soleil ici est resplendissant?
Nous avons découvert Som Energia, une entreprise transparente, éthique, garantissant que l'énergie que nous achetons est renouvelable. Le projet de Som Energia est clé en main. Ce sera rentable dans quelques années, l'énergie sera moins chère, on n'aura qu'à entretenir les panneaux et l'amortissement sera accéléré par la réduction des impôts locaux. Avant, nous payions 120 € par mois maximum. Or maintenant, nous dépensons 70 € maximum. Ici, 115 familles se sont mises d'accord pour acheter ensemble ces installations. Elles réalisent que d'autres modèles sont possibles. Som Energia rassemble aujourd'hui plus de 80 000 adhérents et ne cesse de croître. Le Parlement européen fixe à 32% le taux d'énergie renouvelable en 2030. En novembre 2018, le gouvernement espagnol est allé plus loin en proposant une loi pour le changement climatique qui prévoit la neutralité carbone en 2050. À l'autre bout du pays, à 60 km de Séville, se trouve un autre projet qui développe lui aussi de l'énergie grâce aux rayons du soleil, mais à une toute autre échelle. Il faut survoler cette installation pour en prendre la mesure. Gema Solar est une centrale solaire capable de stocker de l'énergie. Une première mondiale dans l'histoire des énergies renouvelables. Grâce à ces miroirs, elle peut produire de l'électricité 270 jours par an, c'est-à-dire 2 à 3 fois plus que l'éolien et les autres énergies renouvelables. Son secret se cache à l'intérieur du récepteur, qui peut atteindre une température de 600 degrés. La centrale dessine sur 185 hectares de terre rurale un mandala géant, formé de 2650 miroirs. Rol Mendoza, responsable de la production de Gema Solar, nous explique le fonctionnement de ce géant de l'énergie. La méthode de production chez nous à Gema Solar est assez simple. Dans le récepteur, nous avons un réservoir de sel fondu. Ces cristaux de sel fondu vont absorber l'énergie solaire accumulée et vont se réchauffer à environ 565 degrés. Quand nous avons besoin d'utiliser cette énergie thermique stockée, nous envoyons les cristaux de sel fondu vers un système qui génère de la vapeur où ces sels mélangés à de l'eau vont créer de la vapeur à haute pression et température. Finalement, cette vapeur fait tourner une turbine qui génère de l'électricité. Cela veut dire que nous sommes donc capables de stocker de l'énergie thermique et de produire même pendant la nuit. Nous pouvons donc adapter notre production d'électricité aux besoins du marché. Chaque héliostat a été configuré avec un programme précis qui correspond à son emplacement dans le champ solaire. Ce programme lui permet de suivre la trajectoire du Soleil qui évolue tout au long de l'année. On peut comparer cela avec un tournesol. Gema Solar, le bijou solaire espagnol,
ouvre l'ère d'une nouvelle génération de centrales qui intéressent aujourd'hui de nombreux gouvernements. Financée en partenariat avec Abu Dhabi, elle alimente chaque année 25 000 foyers en électricité, en évitant plus de 30 000 tonnes d'émissions carbone. Aujourd'hui, c'est en Espagne que les progrès en matière d'énergie renouvelable sont les plus avancés dans le monde. Il est 16 h. C'est à cette heure chaude de la journée que le soleil fait le plus de dégâts dans les régions du sud du pays. L'Espagne est le pays le plus aride d'Europe et le climat méditerranéen qui y règne l'oblige à faire face à des périodes de sécheresse régulières. Le volume insuffisant de précipitations et le temps sec persistant plongent les Espagnols dans l'inquiétude d'une pénurie d'eau constante. La diversité hydrologique de l'Espagne crée des clivages entre les provinces humides du nord et les zones atteintes par la sécheresse au centre et au sud de la péninsule. Depuis 40 ans, la politique de l'eau est dictée par le gouvernement central. Dans toute l'Espagne, on construit des barrages, on crée d'immenses réserves sous forme de bassins, de lacs artificiels. Parfois, cela ne suffit pas. Il faut la déplacer sur de grandes distances. Des kilomètres d'aqueducs serpentent sur le territoire, faisant voyager l'eau de province en province. Cette gestion centralisée a donné lieu à une guerre de l'eau sans merci, entre les provinces qui en possèdent et celles qui en manquent. En bleu, les régions où les ressources en eau sont excédentaires. En rouge, les régions où la disponibilité en ressources est déficitaire. Et en vert, les zones cultivées à irriguer. Les usages de l'eau en Espagne sont multiples, entre les villes grandes consommatrices d'eau et les zones destinées à l'agriculture. Le long de la côte méditerranéenne, le phénomène s'amplifie car aux besoins en eau pour l'agriculture s'ajoutent ceux du tourisme. Vu du ciel, dans la province de Castille-La Manche, le Tage est réduit à un filet d'eau. Aujourd'hui, ce fleuve, le plus long de la péninsule ibérique, qui prend sa source en Aragon et traverse le pays d'est en ouest, vit la pire crise de son existence. Le Tage agonise, épuisé par la sécheresse et les transferts hydrographiques. Naturaliste et porte-parole pour la préservation du Tage, Miguel Ángel Sánchez étudie les bouleversements causés par les transferts d'eau entre les provinces. En survolant la Sierra de Altamira, il pointe les limites des aménagements hydrologiques et leur impact sur les populations et les ressources naturelles du fleuve, qui atteignent aujourd'hui un seuil critique. Le Tage a toujours été utilisé pour faire fonctionner les moulins. Tous les champs que nous voyons autour étaient cultivés pour les céréales. La force de l'eau était employée pour moudre les grains dans les moulins installés près des rivières. Nous atteignons à présent deux grands réservoirs, celui d'Entrepeñas et celui de Bundia. Ils ont été construits dans les années 50. Leur capacité est très importante, environ 1650 hectomètres. Ça permettrait de donner à boire à une ville de 15 à 20 millions d'habitants pendant un an. Toute cette eau que vous voyez ici est stockée pour le transfert. C'est-à-dire que seulement 20 à 30% de l'eau va au Tage et 70% au transvasement. Nous utilisons le terme d'hydrocolonie. C'est ce qui cause des problèmes et c'est pour ça que le fleuve est dans cet état.
Ici, l'eau est pompée par les tuyaux du transvasement. C'est là que commence le canal qui, pendant 300 km, la conduit pratiquement à l'autre bout de l'Espagne. Le trasvasé Tajo Segura est l'un des plus importants ouvrages de l'histoire de l'ingénierie espagnole. La planification du transfert de l'eau du Tage vers le fleuve Segura date de 1933, afin de remédier à la pénurie de ressources hydriques dans le sud-est espagnol. Le chantier est lancé en 1968 et l'aqueduc entrera en fonction en 1981. Long de 292 km, cet ouvrage permet de transférer 600 millions de mètres cubes d'eau par an, dont un quart est réservé pour l'approvisionnement urbain et 3/4 pour l'irrigation. Le déplacement de l'eau du Tage a de sérieuses conséquences écologiques dans la province de Castille-La Manche. Mais elle a aussi provoqué un désert démographique dans toute la région qui borde le fleuve. Bientôt, ces villes auront disparu car il ne restera pratiquement plus personne pour les habiter. Parce que depuis Madrid, la priorité est donnée aux grandes villes, aux régions les plus riches au détriment des plus pauvres. Le budget de l'État aux communautés autonomes est attribué en fonction de la population. Ça ne dépend pas du territoire et c'est un problème sérieux dans la gestion de l'ensemble du pays. Maintenant, nous allons entrer dans l'une des régions les plus sauvages d'Espagne, le parc naturel de l'Alto Tajo. C'est un parc protégé. Ce sont des milliers d'hectares de nature pratiquement vierge. Ici, nous sommes presque à la naissance du Tage. L'eau provient de plusieurs sources qui émergent de l'intérieur de la terre. Il faut tenir compte du fait que ces rivières de l'Alto Tajo, le Tage et le Guadiela, ont perdu au cours des 30 dernières années 50% de leur apport. Ces territoires vides, situés à l'intérieur de la péninsule, ont utilisé l'euro pour produire de la richesse, pour développer le Pays basque, la Catalogne, Madrid. Nous avons maintenant le droit à un répit pour que nos rivières restent en vie et génèrent de la richesse, ce qui nous permettrait de survivre. La solidarité doit aussi aller dans l'autre sens. Dans le sud de l'Espagne, il y a des provinces où l'utilisation de l'eau a dépassé les limites de l'entendement. Sur la côte andalouse, à l'ouest d'Almeria, un paysage singulier s'étend à perte de vue. Cette plaine de 40 000 hectares, qui colonise la terre jusqu'à envahir les montagnes, est un ensemble de serres où résonne le goutte à goutte de l'irrigation automatisée. Voici El Ejido, capitale européenne de l'agriculture intensive. Sans perdre 1 mètre carré d'espace au sol, l'homme a emballé le territoire d'un manteau blanc immaculé, visible de l'espace. Ici, des milliers de tonnes de légumes et de fruits sont produits chaque jour hors sol et hors saison et finissent dans tous les marchés de France, d'Angleterre et d'Allemagne. Une main-d'œuvre bon marché, du soleil et beaucoup d'eau ont fait de l'Espagne un des leaders de la culture maraîchère en Europe, avec les Pays-Bas et l'Italie. Ce modèle de production intensif a épuisé les nappes phréatiques de la province. Il faut désormais forer jusqu'à 600 mètres de profondeur pour trouver de l'eau. Personne ne sait combien de temps il reste avant que le réseau souterrain fossile disparaisse. Le dessalement de l'eau de mer est devenu l'alternative la plus sérieuse au problème de l'eau douce. L'Espagne est aujourd'hui le premier producteur d'eau dessalée en Europe. Et cette nouvelle technologie a permis aux régions du sud de l'Espagne d'assurer l'avenir de leur production maraîchère.
Aujourd'hui, on dénombre 380 usines de dessalement en Espagne, produisant au total 1 800 000 mètres cubes d'eau dessalée par jour, soit l'équivalent de la consommation de 9 millions d'Espagnols. Les répercussions sur les activités industrielles, agricoles, touristiques et domestiques sont de plus en plus importantes. Ces dernières années, le coût de ces techniques a baissé et concurrence les prix de revient des méthodes classiques de pompage. À l'est de la province d'Almeria, dans la communauté autonome de Murcie, une immense plaine de culture s'étend à perte de vue. C'est à cet endroit que l'aqueduc Tajo Segura finit son voyage du nord au sud, en alimentant en eau les nombreux réservoirs répartis sur le territoire. Ici, les exploitations agricoles sont à ciel ouvert et les modes de production ont lieu en pleine terre. Elles font travailler 45 000 personnes et représentent 30% des exportations de fruits et légumes du pays. En Espagne, l'agriculture a largement contribué à l'arrivée de travailleurs étrangers, venus principalement d'Afrique du Nord. Cette main-d'œuvre bon marché continue de soutenir fortement le dynamisme de ce secteur. Au nord de Carthagène, à 2 pas du fleuve Segura, nous sommes sur les terres de la société Agro Erni. Sergio Ross, ingénieur industriel et directeur général de la société, nous raconte pourquoi l'agriculture intensive a changé et comment elle tente de répondre à une demande toujours plus importante des pays européens. Ce qui arrive actuellement dans la région de Murcie, et même dans le reste de l'Espagne, c'est la professionnalisation de l'agriculture. On embauche des personnes avec de l'expérience à l'étranger, mieux formées sur les postes à responsabilité, pour renouveler la façon de travailler. Sur les 2500 hectares que nous avons, seulement 60 d'entre eux sont sous serre. Le reste est à ciel ouvert. Nous travaillons avec 800 employés de plus de 20 nationalités. C'est un métier dans lequel nous devons bouger énormément, parce que nous avons non seulement des zones de production, mais surtout des moments et des fenêtres de production. J'ai eu la chance de visiter des sites autour du monde, y compris aux États-Unis, et je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à leur envier. Nous nous portons très bien en Espagne. Nos coûts de production sont enviables, et surtout, nous avons un savoir-faire extraordinaire, car on nous en a demandé beaucoup. L'avenir devrait être un pacte national, un pacte d'État. Comme ça, dans 10 ans, on ne se poserait plus la question parce qu'on aurait toujours de l'eau et tout serait sous contrôle. On aurait différents plans, le plan A, le transvasement, le plan B, les usines de dessalement, et le plan C, qui n'est peut-être pas encore inventé. Selon moi, la clé du futur de l'agriculture dans cette région d'Espagne est que nous soyons capables de proposer des produits toujours impeccables. Si en plus nous arrivons à inclure des éléments de l'industrie 4.0, ce serait merveilleux. Ce à quoi nous aspirons, c'est d'être en mesure de fournir aux clients une application qui leur permette en temps réel de savoir si leur salade est en train de pousser dans le champ et combien de temps il lui faudra pour arriver jusqu'à sa destination finale. Nos clients viennent de toute l'Europe, du Moyen-Orient et dans certains cas de bien plus loin. Mais c'est en Europe que nous faisons 80 ou 85% de notre chiffre d'affaires. Pour l'Espagne, il ne reste que 15 à 20% de la totalité de notre production. En Almeria et en Murcie, on raconte que les premières serres sont nées par hasard, alors que des paysans locaux cherchaient à protéger leur production du vent. Ces régions étaient parmi les plus pauvres de l'Espagne, et l'agriculture intensive les a enrichies en 2 décennies. Aujourd'hui, les camions qui remontent vers les pays du Nord emportent dans leurs remorques l'eau du pays sous forme de fruits et légumes. Une eau transformée qui représente un marché de 5 milliards d'euros par an. L'Espagne ne peut pas ralentir la cadence.
son agriculture si gourmande en eau est aussi un des moteurs de la relance de son économie. À l'opposé de cette recherche de rentabilité de l'agriculture intensive, le respect de l'environnement et des ressources, combiné à la pratique d'une agriculture traditionnelle et méditerranéenne, sont les valeurs qui animent de nombreux agriculteurs espagnols. Au nord de la péninsule ibérique, des siècles d'agriculture traditionnelle ont sculpté le paysage de la communauté autonome de la Rioja. Ce terroir viticole, adossé à l'Èbre, a donné ses lettres de noblesse au vin espagnol. Plus au sud, en Andalousie, l'agriculture méditerranéenne, moins consommatrice d'eau, est de retour. Les champs d'oliviers y sont plantés et exploités depuis des siècles. Mais ces cultures sont aujourd'hui remises au goût du jour, comme les amandiers, dont la superficie augmente chaque année de 1000 hectares. De culture facile et d'entretien limité, les champs d'amandiers consomment très peu d'eau et ont également l'avantage d'offrir une fructification 2 fois par an. Survoler les terres à l'extrême ouest de l'Espagne, c'est aussi découvrir une autre forme de paysage modelé par l'homme. Avec 4 millions d'hectares de pâturage arboré entre l'Espagne et le Portugal, la région d'Estrémadure abrite le plus important système agroforestier d'Europe. Elle est tournée depuis toujours vers le secteur primaire, où arbres, culture et élevage sont réunis au sein d'une même surface agricole. Cet immense territoire appelé la DSA en castillan est un domaine foncier municipal géré de manière extensive par les éleveurs. Ces forêts ancestrales de chênes verts et de chênes lièges ont permis à la région de produire une des denrées les plus fameuses d'Espagne, le jambon bellota. Depuis 3 générations, la coopérative Señorío de Montanera élève ses cochons de race ibérique sur plusieurs terrains, parsemés dans l'ensemble de la région. Francisco Esparago est le directeur de cette coopérative, regroupant 60 éleveurs qui occupent ce territoire agroforestier où animaux et arbres sont indissociables. La DSA est un système qu'on trouvait partout en Espagne. Mais parce que c'était un pays relativement pauvre, on a dû couper beaucoup d'arbres pour produire des céréales. Dans cette région, c'est différent parce que c'est une zone montagneuse avec beaucoup de pierres. Et on ne pouvait pas déboiser pour produire des céréales parce qu'ici, on ne produirait presque rien. On est donc resté dans un système forestier qui fait la symbiose entre l'exploitation des arbres comme les chênes lièges et les chênes verts pour le bois de chauffage et le liège, et l'élevage du bétail avec des cochons qui profitent de l'herbe et des glands. L'Estrémadure était une région abandonnée. Et quand nous nous sommes rendus compte que le gouvernement européen se préoccupait de la durabilité, du pâturage et du reboisement, cela nous a permis de développer et de mettre en valeur la région à un niveau mondial. Quand arrive la Montanera, vers mi-novembre, c'est la période des glands, qui va de novembre à février, début mars. Ça dure 3 ou 4 mois. Ici, nous avons 2 espèces de glands. Ceux-ci sont de chêne vert, plus petits, plus sucrés, et ceux-là de chêne liège, plus gros et amers.
Quand c'est la montanera, il se réveille vers 5 ou 6 heures du matin et vers 10 heures, il se couche pour la sieste jusqu'à 13 ou 14 heures. Ensuite, il se relève et recommence à manger sans arrêt des glands et de l'herbe et il se gave. Et à 22 heures, ils vont dormir. Et à 6 heures du matin, ça recommence. Ce que nous faisons maintenant tous les ans, c'est planter 200 arbres pour que dans 100 ans, chose que je ne verrai pas, ce sera pour mes petits-enfants, la DSA soit régénérée. La DSA est un endroit idéal pour élever les cochons. Ce sont des animaux qui engraissent beaucoup. Et la graisse qu'on trouve dans les glands a une particularité qu'on ne trouve pas dans d'autres végétaux à part les olives. C'est de contenir de l'acide oléique. Pendant la maturation, il y a un phénomène d'oxydation. Cela dégage des arômes très particuliers, ce qui explique que les jambons ibériques ont si bon goût. Nous avons protégé le cochon ibérique par une norme de qualité dans toute l'Espagne. Et maintenant, près de 50% de la production est vendue à l'étranger. On ne peut pas concurrencer les élevages du nord de l'Europe. Mais nous, on se limite en quantité et avec une qualité d'exception. Et c'est ce que je fais ici. La fin de journée approche. Au cœur du pays, le pouls de la capitale espagnole commence à ralentir. À Madrid, c'est l'heure pour la culture d'entrer en scène. Depuis le début des années 2000, la ville a revitalisé son tissu urbain. Madrid-Rio est l'emblème de cette politique qui crée des passerelles entre la vie culturelle et ses habitants. Cette grande voie verte de 430 hectares longe le fleuve Manzanares et recouvre le périphérique M30. Elle est devenue un vaste espace ludique qui relie la ville historique et les quartiers populaires. Madrid, navire amiral de la culture, a gagné sa place dans la carte des capitales de la création contemporaine. Ces grands musées nationaux comme le Prado ou le Reina Sofia côtoient des centres dédiés à la nouvelle création, dont la mairie impulse le renouveau. Matadero Madrid, ancien abattoir, est devenu il y a 10 ans un grand espace ouvert au public qui accueille des artistes de tous âges et horizons. Autre lieu symbolique de la culture dans la ville, le centre Condé Duque, ancienne caserne de Madrid, est dirigé par un jeune couple de programmateurs revenus récemment au pays. Isla Aguilar incarne l'esprit de ces jeunes Espagnols passés par la case expatriés. C'est un bâtiment qui nous a révélé plein de secrets, que nous avons dû redécouvrir quand nous sommes arrivés. Puis il y a ces murs de forteresse, de caserne, qu'il a fallu ouvrir métaphoriquement et réellement aux Madrilènes pour en faire un lieu très humain, plus convivial, à échelle humaine. On avance peu à peu avec différents publics, différents artistes. Ça nous permet de nous diversifier. Ce qui me semble primordial, c'est de ne pas rester sur un seul axe, mais essayer de créer une diversité pour tous les goûts. Par exemple, ici, nous allons présenter Le Ciel. C'est un spectacle joué par un duo de performeurs devant un public restreint, dans un lieu privilégié pour profiter du ciel de Madrid. Galaxia Juanete. Galaxia Juanete. Le ciel de Madrid a été admiré par tous les peintres. C'est la ville des peintres et de la lumière. Je crois qu'il faut constamment adresser nos cris au ciel pour ne pas rester immobile. Il est 21 h.
et le jour tombe sur l'Espagne. Pour la plupart des Européens, la journée est terminée depuis 1 heure ou 2, alors que beaucoup d'Espagnols sont encore au travail. À Pampelune, les festivités continuent sur la grande place. À Barcelone, la lumière de fin de journée enveloppe la capitale catalane. Et le soleil disparaît derrière la montagne de Tibidabo. Depuis la tour de contrôle, l'opérateur guide un dernier paquebot vers la sortie du port. Dans tout le pays, les rues ne vont pas désemplir avant plusieurs heures. L'Espagne n'a pas volé sa réputation de pays de noctambules. La vie nocturne, appréciée par toutes les générations, est au cœur de l'art de vivre à l'espagnol. Un art plutôt tourné vers l'espace public, le vivre dehors. Il y a du monde partout. On se régale de tapas en terrasse et on déambule sur les larges trottoirs des avenidas. Y hoy estamos aquí frente al puente de Segovia, que fue destruido completamente por los republicanos al grito de no pasarán para evitar que entraran en Madrid los fascistas. Ce soir à Madrid, le festival Los Veranos de la Villa a pris position dans les Jardines Barros, près du pont de Ségovie. Javier Gallego, animateur d'une radio libre madrilène, déclame sa poésie, accompagné du groupe de rock barcelonais Seward. Un país patas arriba, de personas boca abajo, abatidas, por un ejército de contables, bajo un silencio impertérrito, que acalla el deshielo de la calle, donde se desploman edificios flácidos como pieles de bebés sin carne. Madrid est une ville où tout se passe dans la rue. On passe son temps dans la rue. La chaleur du public, c'est quelque chose de particulier. Je pense que c'est en relation avec le caractère métis de la ville qui reçoit. Elle est hospitalière, même si c'est une ville dure, comme toutes les grandes villes. Mais elle se consacre à accueillir les gens qui viennent de l'extérieur. Et ça fait son esprit, bavard, ouvert, hospitalier. C'est un pays de bar, un pays de rue. C'est un pays de conversation. Madrid est une ville très politique. Il y a toujours eu des idées qui circulent, de la confrontation, des débats qui ont toujours été très intéressants. Il y a eu de grands mouvements sociaux, comme les Indignés, qui est le plus récent en ce qui concerne Madrid. Il s'est mobilisé ici en premier, et après il s'est étendu à tout le pays. Et maintenant, c'est le féminisme en Espagne qui reprend le devant de la scène européenne. Je pense que le mouvement du 8 mars a été une référence pour le reste du monde. Tous ces mouvements sociaux montrent qu'en Espagne, les gens sont très actifs, un peu comme des vagues qui montent et qui descendent. Mais quand ils montent, ils sont très écumeux, très fracassants, très puissants. Dadle castigo y no tendrá piedad. Ce soir, l'humeur festive s'empare des places et des rues, et les rythmes de la vie nocturne résonnent un peu partout dans le pays. La crise sociale et économique de ces 10 dernières années a fortement remis en cause l'avenir du pays, et les Espagnols se sont levés. Dernière debout, dans un pays qui se couche tard et se lève tôt, la jeune génération lève les yeux vers un ciel constellé de tous les espoirs d'un pays qui n'a pas dit son dernier mot.